Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui du pied valgus. Je vais vous reparler du pied valgus, on a déjà fait une bonne partie en cours, mais je voulais que vous ayez une trace complètement commentée de l'ensemble du cours. Faire la fin du cours en version commentée n'aurait pas franchement eu de sens, donc j'ai tout repris. On va survoler un petit peu ce qu'on a déjà vu. Et aborder évidemment notamment les traitements qu'on n'a pas encore vus. Quand on parle de pied valgus, il faut déjà aborder quelques généralités, à savoir la notion de pronation. La notion de pronation, c'est un mouvement que vous connaissez, c'est un mouvement naturel du pied. Et la fonction de la pronation, eh bien, c'est avant tout, encore une fois, d'assurer de la stabilité et de l'amortissement. C'est-à-dire que, grosso modo, un peu comme on le voit sur cette vidéo, quand on regarde cette vidéo, on comprend complètement l'intérêt de la pronation. On voit vraiment la face médiale se projeter en interne, c'est-à-dire qu'on envisage réellement que grosso modo, le couple talonaviculaire soit propulsé en interne et on se rend bien compte je vous la remets, de l'intérêt, encore une fois, de la pronation pour amortir. Alors là, on parle de la pronation, c'est une foulée de course à pied qui est décortiqué, c'est un appui de course à pied qui est décortiqué, mais l'idée c'est de bien comprendre que c'est d'abord un mouvement physiologique. C'est un mouvement physiologique qui peut arriver à être en excès, et c'est là qu'on va parler de éventuellement valgus ou hyperpronation, et tout ça, ça se quantifie, c'est-à-dire que grosso modo, il y a maintenant des moyens de quantifier cliniquement la pronation, et notamment par le Foot Posture Index, qui peut être utilisé en examen clinique, et qui fera l'objet d'une annexe commentée à ce cours, mais il faut savoir qu'évidemment on peut scorer, l'intérêt est de scorer euh, la posture du pied et notamment la pronation. L'intérêt de scorer, c'est déjà avoir son propre référentiel par rapport à certains patients, c'est-à-dire de se dire bah, ce patient il a une posture du pied différente d'un autre et pourtant c'est la même chose. On peut avoir deux types d'hyperpronation, mais une hyperpronation à plus 12 n'est pas la même chose qu'une hyperpronation à plus 9. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de scorer les choses. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Ce qu'il va falloir savoir finalement, c'est de quoi est composée la pronation. Je pense que je voulais évoquer en cours, le chef de la posture, un petit peu dans le corps humain, c'est le talus. Et c'est la position du talus qui détermine un peu la position presque de tout le membre inférieur, ou presque la position de l'ensemble du corps humain. Et c'est pour ça que c'est le premier élément qu'il faut indiquer avec le phénomène d'adduction et de flexion plantaire du talus, c'est-à-dire qu'en gros, il faut se dire que le talus chute en bas et en dedans dans la pronation et de façon excessive dans l'hyperpronation. Et d'ores et déjà, on pourra considérer que finalement, le pied valgus, c'est un pied qui est plutôt hyperpronateur. C'est-à-dire que le valgus sera considéré comme finalement un pied ayant de la pronation en excès. S'accompagne avec ça souvent le calcaneus en éversion, et puis on reparlera des conséquences sur le membre inférieur plus tard, mais grosso modo, encore une fois, c'est ce qu'il faut considérer. Si on doit le définir déjà, cette notion de pied valgus, eh bien, il faut vraiment considérer qu'on parle d'un trouble postural déjà, et vous rappelant qu'un trouble postural n'est finalement défini que par la mise en charge du pied, et on dira qu'il est réductible car on peut le corriger, euh, à dissocier des troubles structuraux, creux ou plats, que l'on ne peut que compenser dans l'esprit. On reparlera de tout ça. Si on doit effectivement faire un petit descriptif, eh bien, il faut considérer qu'à un moment donné, le médiopied, et notamment le talus qui emmène l'os naviculaire, eh bien, va forcer les structures musculo-aponeurotiques en interne et en plantaire. Donc on a bien la chute en bas, en dedans du talus. Et c'est ce qui va caractériser, encore une fois, si on doit définir très simplement, valgus égale pronation en excès. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de parler de ce type de pied? Parce que, eh bien, il a été montré que à partir du moment où on a de la pronation en excès, la pronation en elle-même, encore une fois, est un mouvement physiologique, mais la pronation en excès, eh bien, c'est ce qu'on va appeler un facteur de risque, qui est très bien défini dans la littérature, puisqu'il y a des études, comme vous pouvez voir ici, qui ont montré que avec de l'hyperpronation, on avait évidemment plus de chances de se blesser
Euh, et plus de chances d'avoir des pathologies, notamment ce qu'on appelle les pathologies de surutilisation, qu'on abordera dans différents thèmes, notamment la course à pied, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'association, les pathologies d'hyperutilisation, c'est l'association on va dire, d'un trouble fonctionnel du pied et de la répétition dans une activité, que ce soit de marche ou de course à pied, de ce trouble qui à un moment donné aboutit à une pathologie, mais ça c'est un thème qui sera abordé largement dans plein d'autres chapitres. Donc pour continuer à définir un petit peu ce pied valgus, il faut parler d'un axe, à savoir l'axe des Encke, que vous avez peut-être déjà vu avec le docteur Delacroix sur des cours de biomécanique. En gros, l'axe des Encke, donc comme c'est écrit, a une orientation oblique d'avant en arrière, de dehors en dedans et de bas en haut. Et en fait, c'est une ligne fictive, virtuelle, autour duquel se passent les mouvements des pieds, notamment l'inversion et l'éversion. Voilà, c'est un peu la synthèse du complexe articulaire de cheville qui permet de réaliser, autour duquel vont se réaliser les mouvements d'inversion et d'éversion, l'inversion, supinaction, adduction, flexion plantaire, et surtout l'éversion pour aujourd'hui qui nous intéresse beaucoup, à savoir la pronation, l'abduction et flexion dorsale. Et si on comprend bien finalement que ces mouvements dans l'éversion sont systématiquement associés, ce sont des mouvements qui sont dits combinés obligatoires. À chaque fois que je ferai un peu de pronation, je ferai forcément un peu d'abduction, un peu de flexion dorsale et réciproquement. Donc cet axe de Encke, dont vous avez quelques schémas qui vous expliquent un petit peu par où il passe, et qui peut vous permettre justement de comprendre un peu mieux les mouvements de la cheville. On rentre vraiment dans le cœur du sujet de ce trouble postural qu'il faudra appréhender aussi comme un trouble fonctionnel, puisque effectivement, à la marche, on aura régulièrement un valgus global du pied, combinant un valgus calcanéen, un médiopied valgus, un avant-pied en valgus. On pourra avoir tout ça. Et également, il faudra envisager que régulièrement, et même fréquemment, on ait des médiopieds valgus isolés. Voilà, tout en gardant en tête que c'est autour du talus que tout se passe. Là, on a l'exemple, par exemple, je suis en grande forme, exemple, par exemple, finalement de la représentation à partir de la chute, là, en dedans du talus, et bien, effectivement, du pied, de l'avant-pied, pardon, qui part en abduction. Cette représentation est bien signifiée également sur ce type de schéma, où à gauche, vous avez un schéma de la physiologie, et à droite, vous avez l'orientation du talus et du calcaneus sur l'intérieur, en dedans, en médial, qui fait réagir le reste du pied, notamment l'avant-pied, en abduction. Sur ce très joli schéma, on voit la même chose. Et finalement, si on considère que la position de ce talus détermine le fonctionnement du pied, là où c'est encore plus global et pertinent dans l'impact de l'éventuelle hyperpronation, c'est qu'à partir d'un pied à la base en situation physiologique, eh bien, si on le met en pronation, on va avoir une répercussion sur l'ensemble du membre inférieur. Et cette répercussion, encore une fois, à partir de la position du talus qui part en bas et en dedans, et donc qui a pour conséquence de frontaliser la pince bimalléolaire, eh bien, ça aboutit à de la rotation interne du tibia qui se répercute sur l'ensemble du membre inférieur pour aller jusqu'à de la rotation médiale de la coxo-fémorale. C'est des choses qui sont définies. Donc, à partir, encore une fois, d'un valgus, eh bien, on a de la rotation médiale du membre inférieur. On parle maintenant des étiologies. Les étiologies du pied valgus, alors on va parler des étiologies, on va dire, morphostatiques, ou en tout cas structurelles de l'ensemble du membre inférieur, pouvant aboutir justement pour avoir pour conséquence un pied valgus, et on va les découper en deux, ces caractéristiques structurales du pied ou du membre inférieur qui peuvent aboutir à un valgus. Et on va mettre une première catégorie, à savoir les causes intrinsèques à l'avant-pied. En fait, j'ai découpé en deux entre les causes intrinsèques à l'avant-pied et le reste, parce que, résultat, eh bien, en fonction de ces causes-là, on va avoir des conséquences, notamment sur l'avant-pied et sur la prise en charge du pied valgus, dans le traitement, qui peuvent être très différentes, et ce sera un petit peu
autour de ces deux catégories de causes, eh bien, ce sera un petit peu une espèce de trame tout au long de cette présentation de cours jusqu'au traitement, parce que ça, en fonction de ces deux catégories de causes, on peut avoir une approche assez différente du pied valgus et une prise en charge différente du pied valgus, puisque les motifs de consultation seront différents. On revient dans le concret. Les causes intrinsèques à l'avant-pied ou les causes dues à l'avant-pied pouvant aboutir à un pied valgus, celles qu'on a pas mal évoquées et dont vous devez vous rappeler, c'est l'horizontalisation structurale du premier rayon. Et finalement, on va la regrouper un petit peu parce que l'hypermobilité du premier rayon, eh bien, aboutira à une horizontalisation en charge et donc aura la même conséquence. Ce qu'il faut comprendre sur ces causes-là, c'est que c'est à la fois des causes de valgus et c'est finalement aussi à la fois des causes d'insuffisance d'appui du premier rayon qui entraîneront également un report de charge, notamment sur les têtes médianes. Si on doit tenter un petit peu d'expliquer les choses par rapport à l'horizontalisation, alors je suis pas tout à fait Pixar pour faire des animations, voilà. Mais en gros, ici on a une situation physiologique, et à partir d'une horizontalisation structurale de la colonne interne, telle que j'essaie de la décrire à ce niveau-là, eh bien, on a effectivement une première tête qui eh bien, ne touche plus le sol, et pour aller chercher le sol, va engendrer une mise en valgus du pied. Voilà, cette petite rotation qui signifie la mise en valgus, qui est directement due donc à l'horizontalisation structurale du premier rayon. Sans rentrer dans plus de détails, évidemment, l'hypermobilité du premier rayon aura une conséquence identique, c'est-à-dire qu'en gros, il faut presque considérer ce premier rayon et ce premier métatarsien notamment un peu comme non efficient ou presque mort, on va dire, qui sert à rien, et résultat qui est là juste pour s'effondrer ou s'horizontaliser, et créant ainsi le valgus, et comme je vous l'ai évoqué, le transfert de charge. Les autres causes, les causes extrinsèques à l'avant-pied, c'est-à-dire que on va aborder là des causes qui concernent à la fois le reste du pied, mais également l'ensemble du membre inférieur. Le premier élément, tel qu'on le voit sur le schéma, c'est effectivement la déficience des éléments capsulo-ligamentaires, musculo-aponevrotiques. Alors, ce type de cause, ce serait considérer que cette caractéristique soit assez isolée et ne concerne pas le reste du pied, ou en tout cas pas l'avant-pied, mais on va partir du principe qu'à partir d'une éventuelle défaillance du muscle tibial postérieur, du tibial antérieur, ou même une certaine laxité localisée du ligament latéral interne, et éventuellement un problème un peu névrotique, bref, ça, eh bien, le médiopied va justement ne pas bien contenir la poussée du talus sous l'action de la pronation physiologique, et finalement, au lieu de contenir cette poussée du talus dans la pronation physiologique, eh ben, il va laisser ce talus partir trop en bas et en dedans, et donc générer de la pronation. Voilà un petit peu comment on peut interpréter l'explication de la déficience des éléments capsulo-ligamentaires qu'on peut voir un petit peu sur cette situation, où effectivement à partir d'un pied voilà, d'un médio-pied qui contiendrait pas cette poussée valgisante, et ben on va avoir donc à partir des structures musculo-aponevrotique, mais également ligamentaire, qui ne contiendrait pas cette poussée valgisante, et bien on va avoir la mise en place d'un valgus. Voilà comment on peut l'interpréter. Les autres causes, là on n'est plus du tout dans des causes du pied, c'est-à-dire que là le pied va, jusqu'alors finalement le pied causait lui-même sa propre pronation, que ce soit par l'avant-pied ou le médio-pied, et donc était justement source des problèmes. Il y a d'autres d'autres causes qui concernent le membre inférieur au sens large, avec notamment les anomalies de torsion du membre inférieur qui feront l'objet d'un cours ultérieur, mais dont on va un tout petit peu rentrer dans le détail, notamment pour une. Et ces anomalies de torsion, eh bien, c'est d'abord l'antétorsion fémorale exagérée, l'antétorsion du col fémoral exagérée, et l'hypotorsion tibiale externe. En fait, ces deux torsions du membre inférieur, une qui concerne le tibia et une qui concerne le fémur, sont des torsions qui évoluent pendant la croissance et qui sont notamment responsables d'un certain degré d'ouverture d'angle de pas du pied, et qui ont d'autres conséquences sur les articulations.
On notera notamment également le génuvarum qui peut avoir, par finalement l'obliquité du segment jambier de dehors en dedans, qui peut avoir irrégulièrement des conséquences telles que le valgus. Voilà, c'est comme ça on va l'illustrer un petit peu, notamment pour l'antétorsion fémorale. Ici, on a en situation physiologique, dans le plan transversal comme dans le plan frontal, l'ensemble du membre inférieur jusqu'à la coxo-fémorale. On a même l'hémibassin qui est représenté. Et voilà, donc voilà la physiologie, c'est-à-dire qu'en gros, les os ont certaines orientations et torsions qui permettent d'avoir, en situation physiologique, finalement aboutir à un angle de pas. Et on voit là un pas assez ouvert, comme ceci. On rentrera dans des détails plus ultérieurement, notamment sur les cours. On va se mettre surtout en situation de torsion fémorale, c'est-à-dire, effectivement, quand on a une torsion, qu'est-ce que c'est qu'une antétorsion fémorale exagérée? C'est une torsion en avant du col fémoral, tel qu'on le voit ici. Voilà, c'est du structural, c'est à la jonction métaphyse-épiphyse du fémur qu'a lieu cette torsion, et finalement, ça aboutit de façon illustrée ici, à une tête fémorale qui serait, ça n'arrive pas, qui serait un peu sortie du cotyle, un peu en situation de subluxation, et a besoin finalement d'être recoapté, recentré dans la tête fémorale. Et à partir de cette situation, finalement, le seul moyen pour aboutir à de nouveau que la tête fémorale soit placée dans le cotyle, et bien le seul moyen, c'est qu'il y ait globalement une rotation médiale de l'ensemble du membre inférieur. Alors cette rotation médiale de l'ensemble du membre inférieur, elle va avoir pour conséquence finalement, en faisant de la rotation médiale, eh bien, une frontalisation de la pince bimalléolaire. Et à partir de cette frontalisation de la pince bimalléolaire, c'est finalement par réciprocité de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à partir de la frontalisation de la pince bimalléolaire, il va y avoir une chute en bas et en dedans du talus qui va occasionner une mise en valgus, plus prononcée. Alors pour illustrer ce propos, à propos de l'antétorsion fémorale exagérée, on a ces petites vidéos. À la marche, la personne a un pied qui déroule de façon physiologique. Et sous l'action de l'antétorsion fémorale, ici, on voit que les genoux convergent beaucoup plus. Et cette convergence des patellas implique une rotation médiale du membre inférieur, entre guillemets, qui part de la coxo-fémorale et qui va aboutir, on voit, à une poussée valgisante plus importante. C'est notamment là sur l'image arrêtée et figée, c'est ce qu'il faut retenir de l'impact de l'antétorsion fémorale, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est de la rotation interne, si on doit un peu schématiser. Le valgus entraîne de la rotation interne, et dès qu'il y a une source de rotation interne au niveau du membre inférieur, ça entraînera également du valgus, et c'est le cas donc par l'antétorsion fémorale, et que son impact sur la coxo-fémorale et la rotation interne. Encore des vidéos, là on parle de course à pied, qui vont illustrer justement, là c'est l'impact, voilà, c'est une coureuse qui a un génuvarum et dont l'attaque oblique que l'on peut voir là, puis là au niveau de son pied, eh bien, implique finalement un fort varus d'attaque à la base qui aboutit à un fort valgus d'ébattement. C'est-à-dire qu'encore une fois, là on voit bien tout l'action d'amortissement du pied par la pronation et là par l'hyperpronation, finalement de quelque chose qui a une obliquité trop importante et une force, un angle d'attaque trop varisant qui aboutit finalement à un pied qui se déroule plus en pronation. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ça. Pas d'intérêt de vous la remontrer, je sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pas systématique, c'est-à-dire que un génuvarum n'occasionne pas systématiquement cette mise en place d'un valgus. Une antétorsion, par exemple, du col fémoral est plus systématique dans la mise en place d'un valgus, mais on pourra reparler de tout ça. On va parler maintenant de l'examen clinique du pied valgus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir, dans la clinique du pied valgus, et un peu en retraçant le plan d'examen clinique, c'est-à-dire que d'abord, on va parler de ce qu'on peut observer en décharge. Alors, c'est un trouble postural. C'est pour ça que là, dans le titre, j'évoque la clinique du pied valgus sans trouble structural associé, pour y voir très clair. Quand on a un pied valgus
et que c'est la seule caractéristique du pied que l'on a en examen clinique, voilà ce qu'on va pouvoir retrouver dans les différentes étapes de l'examen clinique, à savoir en décharge. En décharge, on peut avoir aucun signe évocateur, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pied qui présente l'ensemble des bilans assez physiologiques, que ce soit articulaire, musculaire ou morphologique, eh bien, il n'y aura pas forcément de signe évocateur. On peut également retrouver deux situations qui peuvent faire envisager qu'en charge le pied devienne valgus, et notamment l'une est donc l'horizontalisation du premier rayon. Cette horizontalisation du premier rayon peut être détectée, peut être suspectée lors de l'examen clinique en décharge par la mise en place d'un avant-pied en supination par rapport à l'arrière-pied. C'est ce qui peut être en rapport avec une horizontalisation structurale du premier rayon qui aboutira ensuite à un valgus du pied en charge. L'autre cause que j'ai d'ailleurs pas mis sur sur le support, et je le corrigerai à l'occasion, c'est tout simplement, l'autre cause, on a dit que c'était l'hypermobilité, donc ce serait dans le bilan articulaire, la présence d'une amplitude articulaire, notamment en cunéo-métatarsien, qui serait majorée par rapport à la physiologie. Bon, c'est pas tout le temps facile de percevoir ça, ces articulations au niveau de l'isfranc bougent pas tant que ça. Mais si on détecte une hypermobilité à ce niveau-là, et puis plus au sens large de la colonne interne, ça peut être en tout cas un indice de ce qui va se passer en charge, à savoir éventuellement un effondrement de cette colonne interne, et donc la mise en place d'un valgus. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur le bilan en décharge du pied valgus. En charge, on va faire un petit descriptif un petit peu tel qu'on le fait classiquement dans votre examen clinique et que je vous le demande de le faire dans l'examen clinique, c'est-à-dire d'abord un descriptif de l'empreinte. Et bien donc l'empreinte d'un pied valgus sur le podoscope, et bien le talon postérieur pour être ovalaire, mais avec un grand axe plus médial que ce qu'il n'est dans la physiologie. On pourra parfois même être, en fonction de l'éversion du calcanéum ou du valgus du calcanéum, aller jusqu'à une empreinte qui sera rectangulaire. On retrouvera également un isthme diminué ou interrompu, à la correction du trouble valgisant. À la correction de ce trouble, et bien normalement, l'isthme devrait être retrouvé de façon physiologique. Et puis on aura irrégulièrement, pouvant traduire le plaquage de l'hallux par le long fléchisseur de l'hallux, un appui interphalangien de l'hallux marqué, qu'on peut retrouver en avant. On va regarder un petit peu plus précisément. Encore une fois, on retrouve là l'axe physiologique en bleu qui devrait être ce qu'il est, c'est-à-dire avec un grand axe de l'empreinte du talon postérieur qui devrait être oblique en avant dehors en direction du quatrième espace métatarsien, et ça paraît rien. Par exemple, dans le contexte où je vous montre là, le trait rouge, le grand axe du talon est l'axe qui coupe en deux symétriquement l'empreinte du talon, et bien lui est orienté plutôt vers le deuxième métatarsien. Ça veut dire que l'axe est plus médial, ça veut dire que c'est un indice, avant même de regarder le pied en lui-même, l'empreinte apporte un indice de peut-être que ce pied est valgus, puisque son grand axe est médialisé. L'isthme externe diminué, et encore une fois, à la correction du trouble, devrait être retrouvé comme physiologique. C'est ce qui fera que il n'y a pas d'autres troubles structurels associés. On peut en parler. Ensuite, on va avoir, pour l'avant-pied, on peut avoir deux situations. Encore une fois, on suit un petit peu la trame des causes évoquées du valgus. Soit elles sont dues à l'avant-pied, soit elles sont dues au médio-pied, au reste du membre inférieur. Eh bien, si le valgus du patient qui vient nous consulter est dû à une défaillance du premier rayon à type d'horizontalisation ou d'hypermobilité, comme je vous l'ai dit, il faut presque considérer que ce rayon est de fait un peu mort, un peu non efficient, et résultat, ce talon antérieur peut se trouver avec un hypoappui de la première tête. Il faut encore une fois comprendre que ces causes communes au valgus d'horizontalisation et d'hypermobilité sont également des causes d'insuffisance d'appui et donc de transfert de charge. Et donc, à partir de là, on peut se retrouver avec un hypoappui. Soit dit en passant, à la correction de ce type de pied, si on corrige le valgus de ce type de pied, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois en cours, à la correction de ce type de pied, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va retrouver une première tête qui se décolle complètement et qui va traduire le fameux avant-pied en supination par rapport à l'arrière-pied en décharge, qui est en rapport avec l'horizontalisation.
c'est des thèmes que l'on réabordera et qu'on a déjà vu plein de fois en cours, mais où évidemment on pourra en reparler. En revanche, si le valgus n'est pas dû au premier rayon, c'est-à-dire que s'il est dû à une déficience des éléments, enfin, du médio-pied, soit à des troubles de rotation et de torsion du membre inférieur, et bien là, on peut avoir carrément, un peu comme le suggère l'image que j'ai mis associée, et bien un hyperappui de la première tête. C'est-à-dire que là, en gros, le premier rayon n'est pas du tout la cause du valgus. La cause du valgus vient soit du membre inférieur, soit du médio-pied. Et donc le premier rayon subit la charge, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un cadre du pied valgus qui part en dedans, et le premier rayon, finalement, va se voir augmenter en pression par la mise en valgus du pied. Donc encore une fois, voilà, deux situations qui constituent notre âme. La situation, c'est la faute du premier rayon, eh bien on va plutôt être en hypoappui de la première tête sur l'empreinte, avec un potentiel transfert de charge sur les têtes médianes, encore une fois. La situation où c'est pas du tout le premier rayon qui est mis en cause, eh bien on va avoir plutôt une surcharge du premier rayon, on va dire qu'il subit. Voilà. Soit c'est la cause et c'est lui qui occasionne les troubles, et donc il va y avoir des conséquences, soit il subit, et donc s'il subit, il va subir également plus de pression. En ce qui concerne les pulpes, écoutez, sur les pulpes, vont être plus ou moins physiologiques, ou avec certaines intensités variables. Il n'y a pas de description systématique sur un pied valgus à ce type-là. Voilà, on va être sujet éventuellement aux griffes associées, etc., etc. Ce sera au cas par cas. Si on parle d'indicateur d'équilibre, alors l'indicateur d'équilibre, fréquemment, on va retrouver un valgus calcanéen. On est là, un valgus calcanéen qui serait bon de mesurer pour vraiment le quantifier. Encore une fois, c'est d'ailleurs un item du Foot Posture Index, pardon, le Foot Posture Index qui en annexe sera commenté, eh bien, à partir d'un valgus calcanéen, eh bien, est un item de ce Foot Posture Index. Je suis pas très clair, mais je continue. Une convexité de la face interne du pied, concavité de la face externe du pied. Évidemment, la convexité de la face interne, eh bien, va traduire la chute en bas en dedans du talus, et le fait aussi que l'os naviculaire est emmené avec ça. On retrouve d'ailleurs ces enchaînements mécaniques sur le petit schéma en bas à droite de la chute en bas en dedans qui occasionne une frontalisation de la pince biolobulaire. Et cette frontalisation de la pince biolobulaire, comme vous le savez, donnera encore une fois une rotation interne du membre inférieur. On parle de malléole interne qui recule et fait saillie, et de malléole externe qui avance et s'efface. C'est juste une expression un peu jolie pour parler de la frontalisation de la pince biolobulaire. Et justement, si on comprend ça, c'est à la fois frontalisation et en même temps convexité de la face interne. On poursuit un vide médioplantaire diminué de par la chute en bas et en dedans du talus, tout simplement. Un angle métasol qui peut avoir une tendance à diminuer, surtout si on est en rapport avec une horizontalisation, une hypermobilité du premier rayon. Et évidemment, encore une fois, une rotation interne de jambes. Si on parle de la marche, qu'est-ce qu'on peut dire de la marche? Elle peut avoir une attaque du pas physiologique par la partie postéro-externe du talon. Et ensuite, lors de la marche, on va voir apparaître une pronation supérieure à la physiologie, c'est-à-dire qu'on va avoir une poussée, du couple talonaviculaire. On va avoir une face médiale qui vraiment devient convexe dans le mouvement du pied, avec un pic notamment, on va dire, en fin plantigrade, début digitigrade, où là normalement on a le maximum de pronation, hein, c'est vu, c'est à peu près à 50% de la phase d'appui qu'on va avoir ce type de situation, et là on va avoir justement une face médiale qui peut devenir très convexe à ce niveau-là. Et également, ce qu'on peut avoir dans le cas de valgus calcanéen, on peut avoir également une attaque du pas qui se fait directement en valgus et qui ne va jamais quitter le valgus. Donc on a différentes situations à la marche. Soit on part finalement d'un espèce de varus d'attaque, et parfois trop important, pour ensuite avoir une poussée valgisante plus importante. Soit on va avoir, dès le départ, la présence d'un valgus calcanéen qui se poursuivra par un valgus du médio-pied et pourquoi pas une surcharge de la partie interne du pied. C'est souvent accompagné,
C'est souvent accompagné par une face plantigrade qui est un petit peu augmentée. Si la pronation est augmentée, la face plantigrade peut s'avérer augmentée à ce niveau-là, c'est-à-dire en gros le pied s'écrase et s'affaisse perd de l'énergie dans la situation d'un pied valgus. En même temps, on peut aussi retrouver des faces plantigrades diminuées si c'est associé à une hypoextensibilité tricipitale ou anciennement appelée Achille court. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette marche, eh bien, évidemment, il y a une forte contraction excentrique de tous les muscles antivalgus. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir l'apparition, en tout cas l'explicatif de l'apparition de tendinopathie avec l'excès de contraction excentrique de ces muscles-là qui pourra aboutir à un excès de traction sur le tendon. Et sur l'ensemble du membre inférieur, eh bien, évidemment, ça peut être associé. Ce valgus sera régulièrement associé avec une rotation interne des membres inférieurs dont la preuve sera la convergence des patellas ou des rotules. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Ça, on a déjà vu. Je vous les ai remis, on a déjà vu. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Deux petits points. Pied valgus et genou. Alors ça c'est encore une fois des petits théorèmes qui datent, mais qu'il est quand même bien de comprendre. C'est-à-dire qu'on dit que le pied valgus est aggravant d'un génuvalgum, situation structurale du genou, le rendant plus important de façon fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à partir d'un pied valgus, eh bien, on peut avoir aggravation évidemment de l'aspect fonctionnel d'un génuvalgum. Et donc finalement, ça peut en corrigeant le pied valgus, on aura une action positive sur un génuvalgum structural et ses conséquences pathologiques. L'inverse est aussi important, c'est-à-dire qu'on dit que le pied valgus est compensateur d'un génuvarum. Alors, pied valgus compensateur d'un génuvarum, ça veut dire tout simplement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est de se dire que si on a un patient qui vient consulter sans motif de consultation douloureux, algique, et qui présente un pied valgus et un génuvarum, il faut comprendre que sa prise en charge peut être justement l'abstention, parce que son pied valgus est plutôt, étant un pied qui amortit un peu plus, le génuvarum est un type de genou qui facilite les pathologies, notamment du compartiment interne fémorotibial du genou, et le pied valgus, finalement, compense un petit peu ça. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tous les pieds valgus ne se corrigent pas. Notamment, corriger un pied valgus sur un génuvarum, c'est peut-être aboutir à des pathologies du genou, alors que le pied valgus était là pour justement éviter que le genou soit surmené. C'est une sorte de compensation qui tombe bien. C'est pas systématique, mais voilà ce qu'il faut retenir. On passe au traitement. Alors, les traitements, là on va parler évidemment des traitements uniquement podologiques. Si on doit résumer un petit peu, si on doit déjà introduire ces traitements, c'est de se dire que le traitement d'un pied valgus n'est pas le traitement d'un pied valgus, mais le traitement du motif de consultation du patient qui vient vous consulter en rapport avec le pied valgus. Et ça, c'est très important, c'est pour ça qu'on va envisager différentes situations. Ce qui est décrit là, c'est la situation classique, la situation où presque on considère uniquement le pied valgus et on se dit, bah tiens, l'important c'est que le talus tombe plus en bas dedans. L'élément pour ça, c'est l'hémicoupoles interne intériorisé. Si un valgus calcanéen, ben on met un coin supinateur postérieur. Et si c'est important et qu'on est dans des activités type la course à pied ou la marche rapide ou le sport, on va mettre un élément supinateur antérieur, c'est-à-dire traiter le pied valgus sur les 3 faces du pas. Bien sûr, on retrouvera régulièrement ce traitement-là qu'il faut connaître, etc. Mais là, on va maintenant imaginer des traitements de ce pied valgus avec des pathologies et en reprenant un petit peu justement entre les deux différentes causes qu'on a vues. Ça, c'est un petit dessin de semelle de supination, d'inversion décortiquée, où on a l'élément supinateur postérieur, l'élément supinateur médioplantaire ou l'hémicopole interne intériorisé, l'hémicopole interne tout court, et l'élément supinateur antérieur. C'est important de voir comment c'est fait, et surtout, on voit également la présence du contre-appui styloïdeo-cuboïdien, et vous verrez qu'on dit souvent que ce contre-appui styloïdeo-cuboïdien, finalement, donne de l'ampleur aux autres éléments, c'est-à-dire que c'est l'élément qui permet de caler le pied, et finalement d'avoir les meilleurs
la meilleure efficacité des éléments qui luttent contre le valgus. Ce qui est très important, encore une fois, quand on traite un pied valgus, c'est de placer le motif de consultation au-dessus de tout. Et d'ailleurs, quand on traite n'importe quel type de pied, le motif de consultation est ce que l'on doit soulager ou la situation à laquelle on doit apporter justement une réponse soulageante au patient. Et là, on va avoir différentes situations. Si on est dans un cadre de pied valgus où le premier rayon, entre guillemets, n'y est pour rien dans la, dans la genèse du valgus et finalement subit le valgus, bah, il y a de grandes chances qu'on se retrouve dans des situations avec un hyperappui de la métatarso-phalangienne de l'hallux. Okay, dans ce cas d'hyperappui de la métatarso-phalangienne de l'hallux, déjà, on est dans une situation, par exemple, dans le cadre d'un hallux rigidus ou plus rarement dans un hallux valgus douloureux, eh bien, on va être dans une situation où l'objectif de l'orthèse plantaire va pas être que de corriger le valgus, mais va être de décharger l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux. Donc déjà, évidemment, si on doit décharger une articulation, eh ben, on évite de mettre un élément dessous, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'élément supinateur antérieur, évidemment, et au contraire, l'hémicoupole interne sera remplacé par une hémicoupole interne antériorisée, c'est-à-dire une hémicoupole à laquelle on a rajouté une action rétrocapitale pour décharger la métatarso-phalangienne de l'hallux. C'est la fin, ça commence à être dur, mais je tiens le coup, vous tenez le coup. Dans ce cas-là, donc, encore une fois, il faut se fixer sur le motif de consultation, et on se trouve dans une situation où on doit, encore une fois, oui, corriger le valgus, mais surtout décharger cette articulation. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre, par exemple, un élément supinateur postérieur s'il y a un valgus calcanéen, une HCI qui sera antériorisée pour décharger la première métatarso-phalangienne, mais on peut envisager, si on doit décharger dans la situation digitigrade, parce que c'est important, parce que le motif de consultation l'impose et qui a la place dans la chaussure. Bref, vous connaissez les conditions d'utilisation des sous-capitaux, qui sont les têtes doivent être disponibles. Et bien, on pourrait utiliser des sous-capitaux 2, 3, 4, encore une fois, pour décharger la première tête de façon le plus efficace possible. Voilà la première situation, ça c'est dans le cas où, associé au pied valgus, j'ai une surcharge de la métatarso-phalangienne de l'hallux. Mais on a l'autre cas, on a le cas où, bah, par exemple, le premier rayon est en insuffisance d'appui, il est associé à une horizontalisation du premier rayon, qu'aboutit à la fois à 1, le valgus qui est présent à l'examen clinique, et 2, la pathologie de transfert de charge sur les têtes médianes, type syndrome douloureux du 2, ou même un duraillon sous la deuxième tête. Pour cela, eh bien, encore une fois, on change d'approche. Oui, on va corriger le valgus avec éventuellement l'hémicoupole. Alors, pardon, d'abord l'élément supinateur postérieur et une hémicoupole. Cette fois-ci, cette hémicoupole sera associée véritablement à un élément sous-capital du 1. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que c'est l'insuffisance d'appui et l'hypoappui de la première tête qui pose problème, c'est-à-dire qui à la fois donne le transfert de charge et donne une partie du valgus du patient. Donc il faut redonner appui à cette première tête avec un élément sous-capital du 1. On pourra discuter ultérieurement des matériaux utilisés et des hauteurs utilisées, mais dans l'esprit, là il s'agit de redonner appui pour éviter justement annuler le processus de transfert de charge sur les têtes médianes et les métatarsalgies qui vont être en rapport avec ça. Donc on va aboutir à ce moment-là à un traitement très étiologique, c'est-à-dire la cause, c'est le premier rayon qui a pu passer, je lui redonne un appui par l'HCI et l'hémicoupole, et puis je peux rajouter éventuellement pour maximaliser l'action de décharge des éléments plus symptomatiques qui vont être bien sûr l'appui rétrocapital médian. L'appui rétrocapital médian peut servir à décharger les têtes médianes, évidemment, mais également l'ajout d'autres sous-capitaux comme les sous-capitaux 4-5 permettant de créer ce qu'on appelle un couloir de décompression visant à décharger les métatarsiens, les articulations métatarso-phalangiennes. 2 et 3, ce sera ça l'objectif. Voilà un peu tout ce que je peux évoquer sur le pied valgus. On a également le traitement, dans le traitement des différentes tendinopathies associées, c'est-à-dire des tendinopathies du muscle tibial postérieur, les tendinopathies du muscle tibial antérieur, eh bien vont
être traité par l'orthèse, hop, que je vous remets là, de départ, hein, c'est-à-dire l'orthèse qui prend en charge, qui prend en charge l'ensemble du pied, puisque comme autre pathologie, évidemment, on va avoir régulièrement des tendinopathies du muscle tibial postérieur, du muscle tibial antérieur, du long fléchisseur de l'hallux par exemple. On va avoir également des aponevrosites plantaires de trajet ou d'insertion qui peuvent être présentes. Et ou peut-être là on rajoutera même d'un point de vue symptomatique un élément qui sera la talonnette amortissante. Bref, toutes ces pathologies seront abordées isolément ultérieurement, mais il faut avoir confiance que là on parlait du pied valgus, de ses caractéristiques en général. On a évoqué les différentes conséquences pathologiques possibles. Et on les reprendra de façon détaillée, une par une, c'est-à-dire qu'il y aura des cours sur le tibial postérieur et sa tendinopathie, sur la ponévrosite plantaire, sur tout ça. Voilà, donc voilà en ce qui concerne le pied valgus. Ce petit explicatif de cours sera associé à un petit questionnaire que je vous enverrai ultérieurement qu'il faudra me remplir en ayant bien le cours. Voilà, c'est juste pour vous me restituer un petit peu ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. C'est pas un exercice facile de parler comme ça sur une présentation. J'espère que ça aura été assez clair. N'hésitez pas à me faire les commentaires que vous voulez sur ça et comment je pourrais améliorer tout ça. Le but de cette période, c'est d'essayer de continuer de travailler en prenant soin de tout le monde. Et donc, on va le faire au mieux. Et moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Faudra pas hésiter. Voilà, merci beaucoup. Bon courage à tous. Bonne journée et bonne continuation à tous. Et encore une fois, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.